Bienvenue à Chalindrey. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu ferroviaire. En fait, il s'agit de Culmont-Chalindrey, c'est-à-dire de rassembler deux agglomérations, environ 3000 habitants. Allez, Culmont-Chalindrey, allez, c'est par là, c'est dans l'est de la France. Culmont-Chalindrey n'aurait jamais existé sans le chemin de fer. Pourquoi? Parce que le Culmont-Chalindrey est à la croisée de deux axes. Un axe nord-sud, autrement dit, allez, grosso modo, Metz-Nancy-Dijon, et un axe ferroviaire est-ouest, c'est la ligne 4 Paris-Bâle, Paris jusqu'à Bâle en passant par Mulhouse. Et donc à l'intersection, eh bien, il s'est développé une cité, parce qu'il y avait du trafic, et surtout il y avait de la maintenance. C'était un énorme dépôt de vapeur. On changeait de traction ici à Culmont-Chalindrey. Exit la vapeur dans les années 70-74, vive le thermique, autrement dit diesel. Et c'est un grand centre de diesel, et notamment un centre de maintenance. On ira le visiter tout à l'heure. Là, vous avez un petit aperçu de ce que l'on fait ici, du parc traction. Vous voyez, il y a les 66 000, il y a les locotracteurs, les Y, et puis les derniers bastions des fameux 72 000. Il était normal que dans cette collection de DVD, on tire un grand coup de chapeau, on rende hommage à ce que l'on appelle, en termes ferroviaires, les grosses bleues, les gros CC 72 000, les diesels électriques. Des machines tout de même étonnantes, qui ont été construites à 92 exemplaires. Les machines, les diesels les plus réussies et les plus puissantes de la SNCF. Alors, ça mérite une petite explication. Vous vous souvenez qu'à la taille du moteur correspond la taille d'une locomotive. Montre-moi ton moteur et je te dirai quel type de locomotive tu veux fabriquer. Entre les deux guerres, c'était 300 chevaux, c'était sur les autorails. Après la guerre, on est passé à 500 chevaux. Puis est arrivé le 825 chevaux, le fameux MGO qu'on a retrouvé, vous l'avez vu, sur les autorails, les rames grand parcours. On en est resté là. Mais il fallait toujours plus de puissance pour prendre la relève de la vapeur. Et donc dans les années 60 sont commencés à arriver, dérivés des moteurs de bateau, des moteurs Sulzer, des moteurs de 2000 chevaux, qui ont donné naissance à des machines bleues, les fameux 67 000 et 67 500. Mais ce n'était pas suffisant. Si on voulait prendre la relève de l'électricité, et bien entendu de la vapeur, il fallait offrir une qualité de service, c'est-à-dire être capable de rouler à grande vitesse, 140, même 160 à l'heure, et tirer des trains voyageurs lourds de 800 tonnes et des trains de marchandises de près de 1500, 2000 tonnes. Il fallait, autrement dit, des puissances de l'ordre de 4000 chevaux. Et donc, nouvelle génération de moteurs. Après le MGO est arrivé l'AGO, des moteurs de 3600 chevaux, qui ont donné naissance, vous le voyez, au nez cassé, aux grosses bleues, aux 72 000. 72 000 qui ont eu la particularité, d'être des machines tout de même fiables et des machines de puissance, 3600 chevaux, et qui roulaient vite, à 140 km par heure. Mais les machines qui ont été dérivées de machines électriques, regardez, la forme de la caisse avec le nez cassé, caractéristique des machines de l'époque, c'était la mode, eh bien, c'est les 6500. Le bogie, vous voyez, ce bogie, à 3 essieux, est un bogie monomoteur, c'est-à-dire qu'il y a un seul moteur électrique avec un réducteur qui permet d'alimenter mécaniquement les 3 essieux. Donc il y a 2 bogies, donc 2 moteurs. Ça, c'est également dérivé des machines électriques 6500. Le pupitre de commande, on le verra, c'est celui des CC 6500. Donc voilà une série de machines parfaitement réussies qui a rempli de bons et hauts services. Il ne reste plus que 2 dépôts parce qu'elles sont en voie de disparition. Elles ont 40 ans, ces machines. Elles ont parcouru près de 10 millions de kilomètres. C'est Nevers. Et ici, il y en a 28 maintenant, il y en a une qui a été radiée, 28 ici à Chalindrey. Donc, nous allons faire un parcours à bord d'une 72 000. Nous allons aller de Chalindrey à Dijon. Bon voyage. Gare de Chalindrey, arrivée du Reims-Dijon.
En tête, la 72 180. C'est une des machines de la série 72 000, mais les 72 100 remotorisées avec les moteurs anglais Pielstick, moins polluants mais plus puissants. Chalindrey 2 minutes d'arrêt, le temps d'une heure extraction. Maintenant, derrière le pupitre, Jean-Paul Biagini. À l'extrémité du quai, une bifurcation. On quitte la ligne 4 Paris-Mulhouse pour la transversale Metz-Dijon. Le train est lourd, 8 corails au lieu de 4, soit 500 tonnes. Hop, on va sur Dijon. La voie, on va sur Dijon, on va dévier. On va sur le bouson. Par à-coup sur le manipulateur, Jean-Pierre joue sur le régime de rotation du moteur et le courant d'excitation de l'alternateur. Quel est votre mode d'action donc dans la conduite pour l'accélération? Alors nos impulsions, donc on donne des crans qui augmentent la vitesse du moteur diesel et excitent de plus en plus l'excitatrice pour avoir de plus en plus d'énergie, de courant électrique pour alimenter les moteurs électriques qui eux entraînent les roues. Donc il y a 32 crans. Donc simplement, c'est pas des positions, vous fonctionnez par impulsion. On les voit pas les crans, disons qu'on le sait, il y a une lampe qui nous donne le maximum. Dès qu'on arrive au maximum de puissance, on ne peut pas mettre de cran en plus. Le moteur peut nous dire d'en remettre plus tard si la lampe s'éteint. Mais on n'a pas d'autre indication. Donc c'est en quelque sorte, le voyant quand il s'allume, c'est une protection pour le moteur. Voilà, le moteur ne peut pas se coucher, comme on dit. Là, le moteur il est arrivé à son maximum et on ne peut plus rien lui demander. Donc, mais c'est une bonne machine qui a de la puissance quand même. Ce qu'on aime chez les 72 000 dites les grosses bleues dans le jargon des cheminots, c'est le ronflement grave du moteur, couronné par le sifflement des deux énormes turbos. Apparemment, la conduite du 72 000 est simple. Apparemment, il n'y a qu'à accélérer. En fait, il faut jongler en permanence avec la puissance du moteur et le chauffage de la rame qui consomme une part importante de l'énergie électrique. Ça, c'est quoi de l'autre voyant? C'est le chauffage, non? Là, c'est-à-dire que les crans sont à zéro. Le graduateur est à zéro. Là on sait qu'on n'a pas de traction sur les moteurs. D'accord. Parce qu'il peut rester bloqué sur une position. Donc là, on sait qu'on n'a rien sur les moteurs. Donc là, vous la laissez courir, là? Là, on la laisse sur l'air. Alors, l'indication de tension est haute, puisqu'on a demandé du chauffage. Il y a du chauffage pour le train, pour la ventilation. Donc le moteur, lui, donne quand même 1500 volts. D'accord, mais traction zéro pour l'instant. Traction zéro, 2 ampères-mètres de traction des moteurs à zéro, l'indicateur du graduateur, on appelle à zéro. Donc. Dès que je vais demander de la puissance au moteur, là je vais passer un cran, le voyant s'éteint et le voltmètre retombe à zéro, c'est-à-dire que là il n'y a plus de chauffage dans la rame, là. Il n'y a plus de courant là. Il faut attendre de remonter sur un autre voyant. On va voir La priorité est à la traction? Là, oui, parce qu'on n'a pas 1500 volts. Au début on repart à zéro. Donc là on va remonter tout doucement et à un moment il y a une lampe qui va s'allumer qui va nous dire que la tension est possible dans la rame. On va y voir un petit peu. Dès que ça arrivera vers 1200 volts à peu près. Voilà. Ça va monter tout doucement. Là, il est en automatique. Voilà. Ça veut dire qu'on a de la traction dans la rame et donc on peut fournir du courant. Alors là, je ramène parce qu'on est à 110. Et cette position-là, il faut essayer de la maintenir le plus longtemps possible pour que le confort des voyageurs.
Donc, Ouais, il faut pas les priver de chauffage. voilà, donc quand on est sur une voie à plat, on essaye d'avancer en dents de scie. C'est-à-dire qu'on monte à 120 par exemple, on arrête, après on descend on attend d'être redescendu vers 110 pour remettre de la traction pour que les gens aient le plus possible de chauffage. Ah, c'est toujours, vous êtes obligé Voilà, jouer de sur les deux. jongler. Entre le confort des voyageurs et la vitesse. Les sacs. Arrivé en gare 10 sur Tille. Et c'est une rampe de 8 pour 1000 qui attend la 72 000. C'est du bon. J'ai jeté un œil. On a une mauvaise visibilité. On a une mauvaise visibilité. Ah bah c'est clair, oui, parce que devant, on est là... Non, c'est vrai qu'on voit ce qui se passe devant, ça... Donc, vous savez, dès qu'on arrive à des 1000 ampères par moteur. Là, vous allez lui demander un grand effort. Là. Là, oui, les moteurs montent presque à 1000 ampères par moteur. 1000 ampères. Hein. Là, on arrive, oui, donc là, c'est gradué par kilo-ampères. C'est le maximum. On arrive ici, là, le maximum décollage 1400 ampères par moteur. Maintenant que c'est parti, je vais remettre le chauffage. Et là, tout doucement, cran par cran. Pas trop la forcer non plus. En général, ouais. On dépasse pas les 1000 jusqu'à 1000 ampères, c'est bien. Pas plus, parce que des fois, ça peut patiner un peu. Et donc là, on va être en rampe. Là. Là, une belle petite rampe, là, oui. Jusqu'à Gémeaux, là, jusqu'au prochain établissement de pleine ligne. Après, ça descendra. Donc finalement, si je comprends bien, c'est simple, mais ça demande tout de même beaucoup de souplesse, de technicité. Hein. Ouais, il faut sentir un peu la machine quand même, comme elle évolue sur le rail aussi. Hein, parce que là, le sol est sec, mais quand c'est un peu glissant, il faut le surveiller. Alors vous êtes obligé de jongler avec la limite intensité moteur, le chauffage électrique, le profil de la ligne, et puis respecter la vitesse. Limite, oui. Là, on a eu un peu de mal à monter quand même, là. Avec 8 voitures, on a 500 tonnes à peu près. Ça se sent, vous sentez, de 4 à 8, vous le sentez. Oui, on le sent bien. Surtout sur les profils comme ça, le temps de mise en vitesse est beaucoup plus long. Hein. Avec une 4 voitures, on sera déjà à 100, 110 là. Là, elle est à 80. Là. Ouais. Arrivé à proximité de Dijon avec son fouillis de voie. Il faut avoir l'œil sur les avertissements, les signaux jaunes et les changements de direction. Ce sont les petits feux blancs au-dessus de la potence.
Thionville pour 17653, voie Charlie. Pour la circulation. Circuler écoute, salut. Oui, salut bien, tiens, voici la 1753. Il y a pas mal de gens qui essayent de grimper dans le train, je les retiens parce qu'ils pensent que c'est le train qui va à Moulins. Il y a deux agents d'heure qui sont complètement à l'opposé, ce serait peut-être judicieux qu'ils viennent plutôt vers mon train parce que tout le monde monte dans le mien alors. Ok, bah écoute, on va faire une annonce et on va faire le nécessaire. Merci. Je te remercie. Sur lui, sur lui. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Je comprime les tampons pour pouvoir couper le train. Boum. Vous l'avez mis en marche arrière donc. Vous avez appuyé en marche arrière. J'ai mis la marche arrière ici et j'ai actionné pour que les ressorts des tampons puissent se comprimer pour qu'ils puissent décrocher. Sinon, il ne peut pas. La suite de votre programme? Alors maintenant, je vais rentrer la machine au dépôt, coupure, et je ressortirai peut-être avec la même pour faire un train tout à l'heure. Après 40 ans de bons et loyaux services, les grosses bleues n'ont pas à rougir de leurs prestations. Voilà la face cachée du chemin de fer. La maintenance qui est capitale. Nous sommes donc à Chalindrey, un atelier de maintenance pour le thermique. Et pas n'importe quel atelier. Ici, on entretient, on répare tout. Petit exemple, vous voyez, il y a machine de ligne, puissante, les grosses bleues, les 72 000. Ça, c'est rebaptisé, mais ce sont des 66 000. Les 66 000, c'est surtout des machines pour les trains de manœuvre, bien qu'elles aient fait aussi quelques trains de voyageurs, et on les a retrouvés même sur des banlieues. Et puis, dernier né, vous voyez, on n'hésite pas, dernier né, vous avez l'autorail de grande capacité, l'AGC. Et d'ailleurs, celui, il a été, vous voyez, il est décoré, il a été à Berlin, à Inotran. Donc, ici, on retrouve ses manches, et je voudrais dire que dans la maintenance, on n'a peur de rien. On procède aux petites opérations courantes, comme sur une voiture. Mais on fait ce qu'on appelle des grosses opérations de levage. Tenez, suivez-moi. Ça, on enlève les moteurs, on les change. Tenez, regardez. Ça, c'est les nouveaux moteurs. Vous savez qu'il y avait des problèmes de pollution, notamment à Paris-la-Villette, à côté de la gare de l'Est. Les gens se plaignaient, et à juste titre, des vapeurs des diesels. Et donc, on a ce qu'on a fait, on a changé les moteurs, on a enlevé les anciens moteurs, les AGO, de la SCAM, pour mettre de nouveaux moteurs plus puissants, moins polluants, des moteurs anglais, dérivés de moteurs de bateau, les Pelstick. Vous reconnaissez tout de suite un moteur diesel. Vous connaissez celui de votre voiture. Mais là, c'est tout autre chose. Ça pèse tout de même 18 tonnes. Regardez, les culasses sont séparées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cylindres. Il y en a autant de l'autre côté, parce que le moteur est en V pour gagner de la place. Ça fait 16 cylindres. La cylindrée, vous connaissez celui de votre voiture. Et votre voiture, c'est entre 1400, 1500 cm3 et 2 litres. Les gros V8 américains font 4 litres 8, 5 litres 2, on va pas au-delà. 200 litres, la cylindrée du moteur. Alors comme c'est un diesel, sur un diesel, il y a une turbo. On aspire l'air frais à l'extérieur, il passe dans la turbine entraînée par les gaz d'échappement et va souffler l'air à l'intérieur des cylindres. Et encore une fois, regardez, ce qui est stupéfiant, c'est
l'énormité, la taille des pièces, regardez la taille des turbos. Voilà. Puis il y a les pompes, les auxiliaires, il y a les pompes à eau. Ah oui, il y a tout le circuit de refroidissement. Il y a les échangeurs. Ben oui, il y a les échangeurs d'huile, il faut refroidir l'huile. Tenez, voilà. Ça se passe à l'intérieur, c'est comme sur les bateaux, hein. C'est un échangeur. L'eau de refroidissement, l'huile, et puis après, on va refroidir ça avec des radiateurs. Et puis enfin, à quoi sert ce moteur sur une locomotive? Il entraîne un alternateur pour fabriquer de l'électricité. En somme, c'est un groupe électrogène. Donc voilà le moteur, et voilà, vous voyez, il est tout petit, mais très puissant, voilà l'alternateur. Et cet alternateur, qui est en ligne directe sur l'arbre du moteur, fournit du courant triphasé. 1, 2, 3, le quatrième, ben, c'est la masse de la machine. Et donc ce triphasé va être transformé en courant continu, 1500 volts, et c'est lui qui va alimenter les deux moteurs de la machine. Et ici, eh bien, on change les moteurs, on change un alternateur, et on change aussi les moteurs électriques. Tenez, ça se passe là-bas. Alors les moteurs sur la 72 000, les voici. Ils ont la particularité que sur chaque bogie, il y a 2 bogies, il n'y a qu'un seul moteur. Vous voyez la taille du moteur, c'est pas petit. Les moteurs, ici, avec son ventilateur pour le refroidissement, sont déposés, mais ne sont pas réparés ici. Il y a des ateliers spécialisés. Donc vous voyez qu'on procède à de très grosses opérations de maintenance. Par exemple, tenez, voilà, ici, ça, à nouveau, c'est des moteurs électriques pour la 66 000 qui est là. Vous voyez, c'est tout de même de la grosse métallique. Mais ce n'est pas tout. Exemple d'intervention ici sur des moteurs. Là, c'est pas une 72 000, c'est une 66 000. Allez, regardez, on a ouvert les capots moteurs, vous avez le moteur, on a des culassés, et vous voyez qu'on voit le trou du cylindre. Regardez pourquoi? Parce qu'on n'hésite pas. Suivez-moi, ça se passe là, voilà. Petit problème, qu'on rencontre d'ailleurs comme sur une voiture, mais là le problème, eh bien, c'est ce premier segment, le segment qu'on appelle le segment de feu. Vous voyez la taille du piston, la taille de la bielle. Bon, il y a un problème ici, un problème d'étanchéité. Il a fallu changer le segment. Bigaro. Autre intervention, mais là, sur une 72 000. C'est encore une fois, c'est un problème d'étanchéité, mais d'étanchéité eau. Entre peut-être la chemise et le bloc moteur, ou entre la culasse et le chemisage. Tenez, venez voir. C'est Jean-Philippe, motoriste, qui est à l'intérieur et qui procède au test. Qu'est-ce que vous vérifiez là, actuellement? Là, je vérifie l'étanchéité entre cylindre, chemise et cylindre. Et le bloc moteur. Et là, ce que l'on a là, ça, c'est la culasse. Ça, c'est une culasse, oui. Ça, c'est la culasse. Donc, a priori, il n'y a pas de problème au niveau de la culasse, mais je pense que ça vient du cylindre par lui-même. Donc, c'est pour ça qu'on fait un contrôle avec ce système-là. C'est tout de même plus difficile que sur un moteur de voiture, c'est l'accessibilité et puis la taille des pièces ici. Ah bah, bien sûr, là, ça n'a rien à voir. Les pièces sont surdimensionnées, le poids aussi, etc. Donc tout est en proportion, hein, la puissance du moteur, parce qu'il délivre quand même 2600 kW. Hein. 3000, ça fait 3000. Ça fait 4200 chevaux. 4200 chevaux? Oui. Ouais, c'est un B16. Mais c'est sympa de travailler sur ces gros moteurs. Oh bah oui, c'est un métier, hein. Faut aimer. Hein. Faut aimer, c'est une passion avant tout, et puis la mécanique, moi ça fait 32 ans que je le fais, et j'ai connu ça aussi à l'armée, donc c'est une continuité des choses qui se fait facilement, quoi. Quand on aime en plus. Là, c'est une autre intervention. Ce n'est plus le moteur cette fois-ci, mais ce qui environne le moteur, c'est capital, c'est le refroidissement. C'est comme dans votre voiture, il y a des radiateurs. Venez voir, regardez. C'est la première fois qu'on les voit. Vous voyez tout le système de refroidissement de la machine. Vous voyez la petite taille? Il y a d'abord, vous voyez, les radiateurs, comme sur une voiture. En fait, il y a 2 niveaux de radiateurs. Vous avez les noirs, et puis, enfin, j'allais dire les blancs. Les noirs, c'est d'abord pour, au niveau, par exemple, des échangeurs d'air. C'est-à-dire, on appelle ça à basse température. Et puis derrière, il y a l'eau de refroidissement du moteur, c'est-à-dire à plus haute température. Et là, donc, on procède à l'intervention. On va changer un élément. Vous voyez, l'avantage, c'est que comme sur des éléments séparés, ça évite, comme sur une voiture, quand on a un problème, c'est de changer tout le radiateur. Là, on est revenu à la conception des voitures anciennes. Vous vous souvenez, on avait des petits éléments. Autant de joints, autant d'embêtements. Puis le dernier point,
ben, il faut une circulation d'air. Dans une voiture, je dirais à la limite, il y a le ventilateur devant, mais quand vous roulez très vite, il y a même trop d'air. Par contre, dans une locomotive, si, dans les premières locomotives diesel, les premiers autorails, les radiateurs étaient devant ou sur le toit. Là, on les a mis en paroi, qu'on appelle. On aspire l'air sur le côté et on le rejette sur le toit par ces deux énormes ventilateurs qui sont, eux, entraînés mécaniquement par courroie, par le moteur. Il y a la maintenance, bien sûr. Derrière la maintenance, il y a des hommes, et vous l'avez vu ici, ce sont des passionnés de mécanique. Il ne peut pas en être autrement, avec une grande conscience professionnelle, parce que la sécurité est en jeu. Mais derrière la maintenance, il y a les pièces détachées. Et ça, vous l'avez vu dans un garage, c'est quelques petits rayons. Regardez ici, regardez la taille du parc à pièces détachées. Parce que on ne peut pas immobiliser indéfiniment la machine. Allez, petit tour rapide du propriétaire. Alors vous en avez là. Ça, c'est les pièces courantes, les plus simples. Bon, ça, vous connaissez. Ça, c'est des connecteurs. Il faut changer les ampoules. J'ai besoin de boulons. Évidemment, d'écrous. Je me sers. Tenez, ça, c'est le joystick là, le manipulateur du conducteur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les scellés. On met les plombs, voilà, les fameux scellés, vous voyez, etc. Ça, c'est pour les faisceaux de câbles, etc. Ça, c'est, je voudrais dire, les pièces courantes. Tiens, voilà, vous voyez, il y a des soufflets. Regardez, voilà. Voilà, il y a des soufflets sur les systèmes de ventilation. Ça, je vous disais, c'est les pièces courantes. Et puis, il y a des pièces beaucoup plus importantes. Le magasin aux pièces détachées. Là, c'est le parc de pièces détachées, mais là, des grosses. Tenez, par exemple, vous voyez, j'ai besoin d'une culasse. Bon, elle revient de réparation. Vous voyez, la culasse avec les ressorts de soupape. Ça, c'est les cylindres, les commandes, les cylindres de frein. Dans les roues, vous connaissez, ça, ce sont des filtres à huile. Des radiateurs. Alors là, les radiateurs, il y en a. Attendez, les éléments de radiateur. Attendez, voilà, ils sont là. Attendez, voilà. Il y en a. Là, on les envoie ici et on vient de les emballer. Ils vont partir en réparation parce qu'ils ont des fuites. Oui, comme les voitures, les radiateurs ont des fuites. Bref, c'est le parc approvisionnement. Et puis, il y a ce que l'on fait par téléphone. Bien sûr, on ne trouve pas immédiatement un catalogue, un moteur, mais ici, il y a les pistons, les bielles, les soupapes, de façon à pouvoir remettre en état toutes les machines. Croyez-moi, ça valait la peine de découvrir l'envers du décor. Et si vous êtes passionné par la mécanique, il y a l'automobile, il y a l'aviation, il y a les fusées, mais vous avez vu, il y a les locomotives. Sur les locomotives diesel électriques CC 72000, le bloc réfrigérant groupe l'ensemble des radiateurs et ventilateurs de refroidissement du moteur diesel. Le toit des cabines de conduite est constitué de fibres polyester. Après la pose des persiennes et des tôles d'habillage extérieur en alliage léger, la caisse prend son aspect définitif. Que la locomotive soit diesel ou électrique, le châssis du bogie, formé d'éléments tubulaires soudés, est identique. Les opérations d'usinage d'un ensemble de cette importance nécessitent l'utilisation de machines-outils de grande dimension, bien que l'entraînement des 3 essieux par un moteur unique ait facilité la réduction de l'empattement du bogie. Après la mise en place du moteur de traction, les bogies sont conduits dans le hall de montage pour y recevoir la caisse de la locomotive. Elle reposera sur des blocs sandwich, empilage de plaques de caoutchouc collées entre des lames d'acier.
Au préalable, on a contrôlé le fonctionnement du basculeur, manœuvrable à l'arrêt, dont la position fixe la valeur de réduction de vitesse V voyageur ou M marchandise. Ce système a été utilisé pour la première fois sur nos locomotives à bogies monomoteurs, les BB 16500, qui ont engendré depuis une nombreuse descendance. Le bâti doit être retourné pour recevoir le vilebrequin. L'ensemble piston-bielle prend place dans l'un des 16 cylindres en V du moteur, qui pèse plus de 17 tonnes. Le couple bielle-biellette, caractéristique des moteurs diesel MGO et AGO qui équipent des centaines de locomotives circulant dans le monde. La chambre d'eau de refroidissement des cylindres. Le fonctionnement des soupapes. Apparaissent clairement sur la maquette du moteur, de même que les engrenages de distribution, et les turbocompresseurs de suralimentation. Après la mise en place de la caisse sur les bogies, le montage de la locomotive diesel sera pratiquement terminé. Les CC 21000 sont des prototypes bicourants 1500 volts continus et 25 kV 50 Hz monophasés. L'architecture de leur caisse est analogue à celle de nos diesels. Constitué de fibres polyester, le capot frontal habille, de même que sur les locomotives diesel, le caisson anti-collision. Le transformateur principal forme, avec son circuit de refroidissement par huile et ses selfs de lissage incorporés, un ensemble compact de 13 tonnes. Il se loge sous le plancher, à l'exclusion du conservateur d'huile qui pénètre dans la caisse. Le bloc central d'appareillage concentre en un ensemble volumineux le disjoncteur à courant continu, le dispositif de couplage, d'inversion, de shuntage et de freinage rhéostatique, les organes de démarrage, graduateur, rhéostat et ses groupes motoventilateurs et les auxiliaires. Le bloc redresseur comporte thyristor et diode. Capot enlevé, le détail de sa réalisation apparaît. L'appareillage une fois en place, la circulation dans les couloirs latéraux reste aisée. Deux pantographes type AM18 assurent le captage du courant. Un bipalette pour le continu 1500 volts, un unipalette pour le monophasé 50 Hz. Des faisceaux de câbles des divers circuits sont préformés et groupés dans leur caniveau sur un chantier spécialisé. L'ensemble prend ensuite place directement à l'intérieur de la caisse. Les procédés de construction des CC 6500 à courant continu 1500 volts, de même puissance que les 21 000 bicourants, soit 5900 kW, ou si vous préférez 8000 chevaux, sont identiques.
Bien entendu, le bloc central électrique est allégé des appareillages monophasés et les éléments de toiture arrivent équipés du seul pantographe AM18 bipalette. Destiné à la conduite en position assise, le pupitre de commande à caractère fonctionnel est analogue dans sa réalisation à celui des locomotives diesel. Ah, voici maintenant quelques vues de la construction des moteurs de 2760 kW, soit 4000 chevaux, qui équipent les bogies des locomotives électriques CC 21000 et 6500. Des machines-outils programmées usinent les carcasses feuilletées des moteurs autoventilés à 2 induits. Les ordres sont donnés par une bande perforée. Au chantier de montage, les bobines principales, larges rubans de cuivre enroulés sur champ et isolés, sont fixés dans la carcasse de l'inducteur. Le soudage des liaisons collecteur-bobinage est une opération particulièrement délicate. De la qualité des soudures dépend la bonne tenue en service du moteur. Une nouvelle méthode de soudage à l'arc sous atmosphère neutre et sans métal d'apport est utilisée. L'induit, animé d'un mouvement rotatif régulier, reçoit plusieurs cordons de soudure. Après achèvement, les 4 tonnes de l'induit double sont calées dans la carcasse de l'inducteur. À la plateforme d'essai, toutes les caractéristiques de fonctionnement, d'échauffement et de commutation des moteurs électriques sont analysées, mesurées, vérifiées avant la mise en place sur les bogies. À l'extrémité de la chaîne de montage, la rencontre de la caisse et des bogies marque un aboutissement qui a pour toile de fond une de nos locomotives électriques bifréquences de la série BB 20200. Toutefois, avant que la caisse ne dissimule les bogies, attardons-nous un instant au système de graissage de la chaîne cinématique, réparti d'une part dans le carter latéral au moteur de traction, d'autre part dans le carter principal des engrenages qui assure l'accouplement des 3 essieux moteurs. Sur ces locomotives, tant diesel qu'électriques, près de 300 litres d'huile fluide sont nécessaires pour assurer le graissage et le refroidissement des divers organes de la transmission de chaque bogie. Le graissage est effectué par barbotage, ruissellement et aspersion sous pression. Des pompes, entraînées par l'un des bouts d'arbre d'une roue dentée intermédiaire, font circuler l'huile, épurée au passage dans des filtres magnétiques. Le bon fonctionnement de l'ensemble est signalé au conducteur par l'extinction de voyants lumineux disposés sur le pupitre de conduite. Sur la voie d'essai de l'usine, les marches de rodage précèdent la consécration que représente la mise en tête sur les principaux trains rapides et de prestige de la SNCF. Mistral, Capitole, Étendard, etc. L'attraction de ces trains par des locomotives de grande puissance permet d'augmenter le nombre des voitures mises à la disposition des voyageurs. Au cours d'essais de captage du courant à très grande vitesse, sous caténaire monophasé à hauteur constante, la vitesse de 280 km/h a été dépassée et des résultats remarquables d'adhérence sur rail sec ont été obtenus, 20% à 250 km/h. Ces essais laissent entrevoir la possibilité d'atteindre et même de dépasser les 300 km/h sur une ligne d'infrastructure nouvelle.
De même, les locomotives diesel 72 000 ont été soumises à des essais poussés avant leur mise en service. D'excellentes performances ont été obtenues. Démarrage et remorquage d'un train de marchandises de 2050 tonnes en courbe et rampe de 6 mm par mètre. Remorquage d'un train rapide composé de 7 voitures voyageurs, soit 315 tonnes, au cours duquel la vitesse de 168 km/h a été atteinte en pleine sur la ligne de Paris à Nancy. Comme vous l'avez constaté, nos 3 locomotives, électriques et diesel, laissent apparaître distinctement leurs similitudes, en particulier dans l'architecture de leur charpente de caisse, ce qui laisse la possibilité d'envisager la construction d'une locomotive pour courant monophasé, solution logique que la rationalisation des équipements autorise. Le développement du diesel en France passe par la résolution d'une équation aux multiples inconnus. Allez, faisons un peu de mathématiques. Premier paramètre, disposer de moteurs assez puissants pour remplacer les locomotives à vapeur. Pas facile, hein? Deuxièmement, savoir transmettre cette puissance aux roues. Pas facile non plus. Troisièmement, avoir un taux de disponibilité supérieur à ceux des locomotives à vapeur qu'ils doivent remplacer. Quatrièmement, avoir un coût d'entretien, d'utilisation inférieur à celui des vapeurs. Et donc, de fait, vous avez bien compris, eh bien, on a été limité par des données purement mécaniques. Alors, je vous rappelle que les premières générations de moteurs diesel, c'était des moteurs aux alentours, on ne savait pas faire mieux que 300 chevaux, qu'on mettait d'ailleurs sur les autorails, et jusqu'à 500 chevaux des moteurs dérivés de la marine. Et donc, première application fut des locotracteurs diesel électriques, notamment en 1932, le fameux PLM. Et on a vu apparaître les premiers moteurs après la guerre, qui étaient dérivés des moteurs de bateaux. C'est par exemple le Baldwin. Regardez ce Baldwin. C'est un moteur de 600-700 chevaux. C'est un 6 cylindres en ligne. C'est un moteur lourd qui tourne au ralenti à 315 tours minute. C'est le fameux blom, 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 blom que l'on connaissait sur les 060 DA, qui étaient des machines les bonnes à tout faire, que les Américains ont livrées en 1945 pour, disons, renforcer le manque de matériel de la SNCF après la guerre. Moteur indestructible, qui entraînait une génératrice électrique, autrement dit une grosse dynamo, qui fabriquait du courant pour alimenter les moteurs électriques dans les hauts. C'était la transmission des électriques. Et puis, pour exciter, comme on dit, la génératrice, eh bien, il y avait une génératrice auxiliaire, ce qu'on appelait l'excitatrice. Eh bien, cet ensemble, pour une puissance de l'ordre de 600 chevaux, pesait 18 tonnes. Autrement dit, c'était très lourd. Voilà donc où on en était juste après la guerre. Les puissances tournaient autour de 600 à 800 chevaux, guère plus. Il a fallu attendre une deuxième génération de moteurs, des moteurs diesel rapides, tournant beaucoup plus vite, avec un bien meilleur rendement et surtout beaucoup plus léger, qui étaient des moteurs, non plus, vous voyez, des cylindres en ligne qui prenaient de la place, mais des moteurs en V, qui permettaient donc de gagner la moitié de la place. Le plus réussi de tous ces moteurs, eh bien, c'est le fameux MGO de 825 chevaux. Ce MGO, on l'a retrouvé notamment sur toute une lignée d'autorail, vous l'avez vu dans un DVD, mais en mettant 2 MGO de 825 chevaux avec une transmission électrique dans une coque dite de sous-marin, eh bien on avait les premières diesels électriques de ligne, celles de l'Étoile de La Rochelle, les 0,60 dB, rebaptisés CC 65000. Là, ça, c'était les années 55. 10 ans après est apparue une troisième génération de moteurs où on atteint le stade des 2000 chevaux. C'est des moteurs dérivés de moteurs de bateau, les moteurs anglais Pelstic. Et ces moteurs Pelstic ont donné une génération de locomotives qui sont, à mon avis, les plus réussies, qui sont les fameuses bleues, les BB 67000. Et là, ça a été le véritable essor de la traction diesel électrique de ligne. Et en mettant des machines en unité multiple en UM, on était capable de supplanter la traction à vapeur, notamment les fameuses 241P. Enfin, la quatrième génération de moteurs, donc on était à 2000, eh bien on est passé à 3600 chevaux, non plus avec des MGO, V12, mais on est passé à des V16, 16 cylindres en V, les fameux AGO de 3600 chevaux. Alors le moteur, il tiendrait
toute la place. En fait, il y a ici, à la Cité des Trains à Mulhouse, la pièce essentielle. Vous connaissez le vilebrequin du moteur de voiture. Allez, ça fait ça va pas plus loin. Ben ça, c'est le vilebrequin d'un AGO pour un 16 cylindres en V. Vous voyez la taille de la pièce. Mais à nouvelle génération de moteurs très fiables, j'oserais dire légers, une nouvelle génération de locomotives, peut-être les plus réussies à l'SNCF, les fameuses CC 72 000. Sur les locomotives diesel électriques CC 72 000, le bloc réfrigérant groupe l'ensemble des radiateurs et ventilateurs de refroidissement du moteur diesel. Après la mise en place du moteur de traction, les bogies sont conduits dans le hall de montage pour y recevoir la caisse de la locomotive. Au préalable, on a contrôlé le fonctionnement du basculeur, manœuvrable à l'arrêt, dont la position fixe la valeur de réduction de vitesse V voyageur ou M marchandise. Ce système a été utilisé pour la première fois sur nos locomotives à bogies monomoteur, les BB 16500, qui ont engendré depuis une nombreuse descendance. Le bâti doit être retourné pour recevoir le vilebrequin. L'ensemble piston-bielle prend place dans l'un des 16 cylindres en V du moteur, qui pèse plus de 17 tonnes. Le couple bielle-biellette, caractéristique des moteurs diesel MGO et AGO qui équipent des centaines de locomotives circulant dans le monde. La chambre d'eau de refroidissement des cylindres. Le fonctionnement des soupapes. Apparaissent clairement sur la maquette du moteur, de même que les engrenages de distribution. Et les turbocompresseurs de suralimentation. Après la mise en place de la caisse sur les bogies, le montage de la locomotive diesel sera pratiquement terminé. Et maintenant? Eh bien maintenant, on pourrait se permettre de faire des moteurs de 4000, 5000 chevaux. Mais le jeu en vaut-il la chandelle? La grande question, c'est de savoir, faut-il avoir des locomotives de puissance moyenne, extrêmement fiables, et que l'on met en 2, 3, 4, 5 unités comme font les Américains, pour faire 10 000 chevaux, ils mettent 5 locomotives de 10 000 chevaux. Ou bien faut-il avoir des locomotives à puissance unitaire très développées, mais malheureusement beaucoup plus fragiles et d'un coût d'entretien plus élevé. La question n'est pas tranchée, mais il semble qu'aujourd'hui, en France, et comme en Europe d'ailleurs, on s'oriente vers des puissances moyennes autour de 3 600, 4 000 chevaux en somme. Et puis, prix du carburant aidant, c'est la voie de la raison qui l'emporte.